Nos cafés Philo-McDo sont extrêmement intéressants par les réactions des participants. Et l'autre jour, samedi dernier, une de nos sessions a permis de comprendre certains comportements. Je voudrais donc discuter maintenant de la question de la nation. Qu'est-ce que c'est que le processus de la nation? Et je voudrais montrer que ce processus est quand même très étrange. C'est vrai qu'il y a une loi en France qui interdit de se référer aux origines de certaines personnes. Et bon, ça ne concerne pas tout le monde, mais il y a quand même une règle concernant certaines origines. Notamment, vous êtes juif, voilà, vous dites ça parce que vous êtes juif, ou vous dites ça parce que vous êtes ceci ou cela. Bon, je ne connais pas la liste de toutes ces interdictions. Mais il y a des interdictions juridiques, et puis il y a d'autres interdictions qui sont plus sociales, et qui sont plus, comme dirait Zemmour, assimilationnistes. En fin de compte, on a un paradoxe ici qui est assez comique. C'est que, au fond, les personnes qui seraient les plus indemnes dans ce processus de dénonciation de celui qui ne serait pas français à part entière, ce sont les personnes dont on ne connaît pas l'origine. Autrement dit, moins on connaît votre origine, moins il y a de traçabilité de votre origine, et mieux ça vaut pour être en France, ou dans un autre pays qui aurait la même démarche idéologique. C'est intéressant parce que, finalement, la vacuité des origines serait le modèle à suivre. Que ce soit une vacuité de fait ou que ce soit une évacuation des origines. Ce serait la condition nécessaire que revendique la nation et l'appartenance nationale. Autrement dit, ceux qui sont stigmatisés au nom de la nation seraient ceux dont on connaît les origines. Et ceux dont on ne connaît pas les origines seraient protégés, en quelque sorte. Seraient au-dessus de toute accusation, de tout soupçon. Et en cela, on voit que la nation prend littéralement le contre-pied de la notion d'empire. Parce que dans l'empire, au contraire, l'accent est mis sur les origines. Les gens sont rassemblés d'après leurs origines diverses au sein du dit empire. Donc je répète, je récapitule pour ceux qui n'auraient pas encore compris, l'empire favorise la diversité des origines et l'affirmation de ces origines, et même l'exige quelque part, et la nation interdit la manifestation de ces origines et récompense ceux dont on ne connaît pas les origines et qui seraient par conséquent les bons Français par excellence, ceux dont on ne sait rien. Et ça devient assez comique. D'ailleurs, Shmuel Trigano, dans une intervention récente, qui concerne d'ailleurs les ouvrages de Shlomo Sand, entre autres, SAND, nous dit bien que finalement, il n'y a pas d'approche individuelle, il n'y a que des appartenances. Sur quoi je suis d'accord avec lui. Sociologiquement, il n'y a pas la France dans sa totalité. On appartient à un certain groupe français, à un certain sous-groupe si on préfère. On ne s'assimile pas
France, on s'assimile à un certain milieu en France, à une certaine région de France, à une certaine ville en France. S'intégrer à Paris, c'est pas tout à fait s'intégrer à Marseille ou à Strasbourg. Par conséquent, la France a développé une idée de la nation, et alors en plus elle emploie l'expression État-nation. État-nation. J'en ai parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo. Et là c'est absolument abusif, puisque quelque part pour moi, l'État n'a de sens que dans l'Empire. Cela dit, comme on vient de le dire, si l'on fait des procès à ceux qui dénoncent, signalent les origines des gens, les uns et les autres, c'est donc que l'État doit veiller en quelque sorte à, non pas à la cohabitation entre les différentes communautés, mais à leur marginalisation, à tel point que l'on ne doit pas les mentionner quelque part. On peut en faire partie, mais on ne doit pas les mentionner. Et puis alors il y a la dimension religieuse. Au sein de l'État-nation, il y a la possibilité d'avoir des différentes religions. Mais ce sont des religions, ce ne sont pas des peuples, ce ne sont pas des cultures à la limite, ce sont des religions, ce sont des cultes. La liberté des cultes. C'est tout ce qui est toléré en fait. Et puis le culte finalement, bon, on se convertit à un culte, on peut en changer. C'est réservé au fond à des lieux de culte justement. Voilà. Et encore, il ne faut pas que ce soit trop ostentatoire ou ostensible les marques d'appartenance. D'où la question du voile, de la question de la croix ou de l'étoile, de David. Alors, on va peut-être en rester là, parce qu'il faudrait développer d'autres aspects. Mais concernant la question juive, il apparaît que, au fond, Shlomo Sand profite du fait que nous avons affaire à un phénomène particulier et pas forcément très bien explicable et justifiable en quelque sorte. Et quand on ne comprend pas quelque chose, on a tendance à le nier. Voilà. On ne comprend pas, ça ne s'explique pas, donc ça n'existe pas. Parce qu'il faudrait que ça entre dans un cadre, dans un carcan précis, dans une définition précise, et donc si ça n'est pas le cas, eh bien il va falloir le faire entrer dans les cadres qui sont déjà existants. Cadre religieux, par exemple. Et ce qui choque le plus Shlomo Sand, il le dit dans une de ses conférences, c'est l'existence des juifs laïcs. Alors là, les juifs laïcs, c'est... Alors il comprend qu'il y a des juifs religieux, il comprend qu'il y a des Israéliens, mais qu'il y ait des juifs laïcs, parce qu'on peut devenir israélien, on peut se convertir au judaïsme, mais on ne peut pas se convertir au judaïsme laïque, et en plus, il n'y a pas de contenu, d'après lui. Il n'y a pas de contenu. Il y a une histoire d'Israël, il y a une histoire du peuple hébreu, de sa religion, mais le juif laïque, c'est une vacuité, d'après lui, d'après Sand. Et ça le choque. Ça l'énerve. Ça l'interpelle quelque part. Comment peut-on être juif laïque? Comment peut-on se dire juif alors qu'on ne se réfère ni à la religion,
ni à l'État d'Israël? Eh bien, c'est une question que nous avons posée en 78, il y a donc plus de 40 ans, dans le cadre du Sérige. Et je pense qu'on peut parler aujourd'hui d'un judaïsme sérigien. Le Sérige étant le sigle du cercle ou du centre d'études et de recherche sur l'identité juive. Donc, sa plateforme de départ, c'était qu'est-ce qu'un judaïsme qui ne serait ni religieux, ni sioniste, ni israélien? C'est exactement la question que se pose Shlomo Sand. Et nous y reviendrons par la suite.